l'accès au gaz russe a longtemps été un atout pour l'économie européenne. Pendant des décennies, le gaz bon marché en provenance de Russie a permis aux entreprises européennes de conserver un avantage sur leurs concurrentes d'Extrême-Orient. Toutefois, aujourd'hui, celles-ci doivent rivaliser avec l'ensemble des acteurs du marché du gaz. Alors que la part du gaz russe a fortement été réduite au sein du réseau énergétique de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie restent encore très dépendantes du gazoduc russe et affirment ne pas disposer d'alternatives, comme l'explique András Tek, expert hongrois en politique énergétique. Jelen pillanatban tényleg a küszöbön áll ez a lehetőség, hogy megszűnjön az olajbetáplálás a barátságon, vagy az orosz gázbetáplálás Törökországon keresztül. És egy ilyen állítás, hogy akkor nem tudnánk ellátni az országon, azért az elég rémisztő. Tehát, hogy ellátásbiztonságilag ez mindenképpen egy nagyon rossz helyzet lenne. Tehát én nagyon remélem, hogy különben ezt meg tudnánk csinálni, a technológiai opcionalitás megvan. Az a kérdés, hogy erre a technológiai opcionalitásra kis lépésekben rápakolunk el létező szerződéseket. Selon András Tek, la Hongrie mise sur la fin de la guerre en Ukraine pour que l'Union européenne réduise la pression qu'elle exerce sur le pays afin qu'il réduise sa dépendance aux énergies russes. Bruxelles et Washington, dont l'influence sur le marché de l'énergie ne cesse de croître, pourraient toutefois continuer à imposer leur ligne à Budapest, quel que soit le dénouement du conflit. Le Premier ministre belge Bart De Wever a demandé à la Commission européenne de fournir des réponses directes sur la légalité de l'utilisation des avoirs gelés de la Russie pour accorder à l'Ukraine un prêt de 140 milliards d'euros. L'idée a été proposée pour la première fois par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le mois dernier. Une idée qui devrait tester les limites du droit international. Ce plan audacieux impliquerait d'utiliser jusqu'à 185 milliards d'euros d'actifs russes détenus sur le territoire belge. Mais Bart De Wever veut des garanties que si les choses tournent mal, la Belgique ne sera pas le seul pays responsable du remboursement, des dommages ou des litiges. I don't want to give a dime back to Mr. Putin. And I understand why everybody's looking at a huge amount of money. If you look at the sovereign assets, 170. In other countries, it's also a lot. We are ready, willing and able to go forward. It's no problem. But I want answers on every question I asked. I want a maximum of legal certainty. I want solidarity. And I want transparency on the situation in the other countries. I don't think this is an unreasonable position. Dans le cadre de ce plan, les fonds russes gelés par le dépositaire central des titres européens Euroclear transféreraient l'argent à la Commission qui les mettrait ensuite progressivement sous forme de prêts à l'Ukraine. C'est seulement après que la Russie ait accepté de compenser les dommages que Kiev serait invité à rembourser les sommes, d'où le nom de prêt de réparation. La Commission rembourserait alors Euroclear qui à son tour rembourserait la Russie, bouclant ainsi la boucle. Le secteur européen de l'acier réclame des mesures de protection urgentes pour faire face à la double menace des droits de douane américains et de la hausse des importations chinoises. Le syndicat allemand IG Metall affirme que des milliers d'emplois sont en jeu dans ce secteur qui fait vivre environ 2,5 millions de travailleurs dans l'UE. Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné a convoqué un sommet d'urgence avec les syndicats et les dirigeants de l'industrie afin d'explorer des solutions urgentes. Les droits de douane de 50% imposés à l'acier par le président américain Donald Trump pèsent lourdement sur le secteur. Dans le même temps, les excédents de la Chine inondent le marché européen et font baisser les prix. Face à cette double pression, la Commission européenne proposera de nouvelles mesures de protection lors de la session plénière du Parlement européen qui se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg. Si l'Espagne a décrété un embargo total sur les armes avec Israël, la suspension de ces importations soulève des difficultés. Madrid importait principalement des munitions, des lance-roquettes, des missiles anti-chars, des radios de chars ou encore des systèmes de transmission. Or, la résiliation de ces contrats avec l'État hébreu pose des problèmes pour les forces armées qui utilisent ce matériel. At the end, the police will receive probably not the type of ammunition they prefer, and our pilot will delay the training
because the Israeli firm will not update our current aircraft, and probably our industry will have difficulty to find new companies and markets for those missiles and multi-rocket launchers. Plusieurs pays européens ont interdit partiellement les ventes d'armes à Israël, mais seuls la Slovénie en juillet et l'Espagne en septembre ont étendu cette interdiction aux achats en provenance de l'État hébreu. Ces suspensions totales sont à suivre de près car l'Europe représente le principal marché de l'industrie militaire israélienne. On estime en 2024 qu'Israël a exporté pour un total de 14 milliards approximativement donc de dollars, et environ la moitié de cette somme serait due à des exportations à destination des États européens. Les États européens achètent aux fabricants d'armes israéliens notamment des missiles anti-aériens, des missiles anti-chars, des drones, des munitions pour des armes légères et de petit calibre, des systèmes électroniques, donc tout de même des choses assez variées. Parmi les États qui achètent ces équipements à Israël figurent notamment la Roumanie, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie. Pour les analystes, il est difficile de prédire si d'autres pays membres pourraient décider une suspension des importations. Israël dispose en effet de succursales ou de filiales en Europe. De plus, le pays ne vend pas toujours directement ses armes aux États. Parfois, il peut s'agir de rapprochements entre des entreprises, comme en Espagne, afin de développer ces technologies sur le vieux continent. This Thursday marked the third day of nationwide strikes in France in less than 1 month. After the demonstrations of September 10th and 18th, unions once again rallied people across the country to oppose the government's planned budget cuts. The turnout, however, was much lower than the two previous strikes. The Interior Ministry counted 185,000 people at 5 p.m. compared to 500,000 just 2 weeks ago. The main trade union CGT said that 600,000 people demonstrated this Thursday across France. Here in Paris, the protest was very calm, a sharp contrast with the more tense atmosphere and clashes that we saw 2 weeks ago. This time, union leaders did admit that the movement was losing momentum. They did, however, say that they're now waiting on the newly appointed Prime Minister Sébastien Lecornu's general policy speech in Parliament that's scheduled in the next few days. For now, no further mass protest date has been set, but unions insist nothing is ruled out. Sofia Kasankova reporting from Paris for Euronews. 3 suspects ont été arrêtés suite à l'attaque d'une synagogue à Manchester ce jeudi matin. 2 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessées. Selon la police, un homme a d'abord foncé dans la foule en voiture, puis il a attaqué les gens au couteau avant d'être abattu. La police a qualifié cette attaque de terroriste. As has been confirmed by CT policing, we believe that the identity of the offender has been established. But until we are certain of this fact, it is premature to set out this detail at this juncture. We can confirm that 2 members of our Jewish community have sadly died as a result of this attack. L'attentat s'est produit le jour de la fête de Yom Kippour, la plus solennelle du judaïsme, alors que de nombreuses personnes s'étaient rassemblées sur le site pour cette célébration. Bang bang, and then we heard the helicopters, we heard the sirens, but you hear sirens every day because we're around the corner from the hospital, so you kind of hear it every day. It's an everyday thing, you're hearing a siren. And then we thought maybe God forbid it would be a suicide because we're right near the forest, but then we heard it was gunshot and there'd been a terrorist attack in the synagogue. Le dirigeant britannique Keir Starmer a qualifié cet acte d'horrible et a déclaré que l'attaque était un exemple de la montée de la haine antisémite au Royaume-Uni.
Les incendies qui se sont déroulés à Chios, en Grèce, pendant l'été ont causé d'importants dégâts aux arbustes servant à produire le mastic, ce produit utilisé dans l'alimentation ou la cosmétique. L'île de la mer Égée orientale a le privilège d'être pratiquement la seule au monde à offrir ce produit de qualité supérieure. Les producteurs locaux sont confrontés à des problèmes depuis les incendies et tirent la sonnette d'alarme. Ils ont reçu la visite et le soutien du député européen Sakis Aranoutoglu. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη από τις πυρκαγιές. Πάνω από 18.500 μαστιχόδεντρα κάηκαν και αν πραγματικά περάσει κανείς να δει, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Δέντρα τα οποία είναι μοναδικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου έδειξαν πώς παράγεται η μαστίχα. Είναι εκπληκτική η όλη διαδικασία και τα δέντρα είναι πανέμορφα και μην ξεχνάμε ότι φύονται μόνον εδώ σε αυτόν τον τόπο και παράγουν αυτή την ποιότητα μαστίχας που είναι μοναδική, γιατί και άλλοι προσπάθησαν η γείτονα χώρα να το κάνει, αλλά δεν έχουμε, όπως μου είπαν, την ίδια ποιότητα. Εδώ στην Χίο και ειδικά σε ορισμένα μέρη η ποιότητα είναι εκπληκτική. Le mastic de Chios fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2014 et est un produit d'appellation d'origine protégée dans l'UE. Les producteurs demandent le soutien de la Grèce et de l'Europe. Το ζητούμενο είναι ότι όλες αυτές οι ζημίες οι οποίες γίνονται επειδή χρειάζονται την κρατική αρρωγή για να συνεχίσει ο κόσμος να καλλιεργεί σε αυτήν την κρατική περιοχή. Είμαστε εδώ για να μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μαστιχοκαλλιεργητές να ανασκηνώσουν τις περιοχές αυτές και να συνεχίσουν την καλλιέργεια και αυτοί και τα παιδιά τους. Le mastic est une résine naturelle et aromatique sécrétée sous forme de larmes par le tronc et les grosses branches de cet arbuste appelé le lentisque. Les producteurs y font des incisions superficielles à l'aide d'outils tranchants pour récupérer le précieux sésame.